Bonjour. On m'a donc demandé quelques réflexions théologiques sur suis-je maître de mes choix. Et je n'ai pas résisté. On a parlé toute la journée d'oser des choix courageux. On a eu plein d'exemples. Oser des pas courageux, pardon. Et justement, ces pas courageux impliquent des choix délibérés. Il y a un moment, on choisit. Mais justement, suis-je maître de mes choix? Je n'ai pas le choix, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Et on l'entend beaucoup depuis longtemps. Je n'ai pas eu le choix. Ça s'est déjà dit dans le jardin d'Éden. C'est elle qui m'a forcé. Je voulais quand même pas créer une crise de couple. Je n'ai pas eu le choix. On l'a entendu un peu plus tard. Il ne l'a pas dit texto, mais Jacob, sa mère qui lui dit « Il faut aller tromper ton père pour recevoir la bénédiction du père. » On ne va quand même pas aller contre sa mère. Et puis la mère, si elle dit à Jacob « Va tromper ton père pour qu'il te bénisse », c'est parce que Dieu avait dit que c'était Jacob qui devait être béni, pas son frère. Son père est en train de se tromper, il veut bénir Ésaü. Non, Dieu il a dit, on n'a pas le choix. Et puis le suivant, on avance encore un bout, on essaye en tout cas. David, il a voulu quand même éviter une crise d'État. On sait bien que ça remue tout un pays pour pas de raison quand tout à coup on a des scandales qui apparaissent. Alors le plus simple quand Bathsheba est enceinte, c'est de faire tuer le mari. Ça évite des problèmes. C'est pour le bien du peuple finalement. Et puis il y en a un quatrième qui a pensé au bien du peuple. Toute la foule, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Pour le bien du peuple, pour éviter que Rome s'en mêle et fasse écraser complètement les Juifs. Pauvre Jésus, je suis navré, je n'ai pas le choix, mais je vais devoir te sacrifier. À titre personnel, je t'aurais bien épargné. Tu m'intrigues quand même. Mais bon, il ne faut pas mélanger vie professionnelle et vie privée. Là, je fais mon job. Et je m'en lave les mains parce que c'est mon job, ce n'est pas moi. La globalisation, on n'a pas le choix. La concurrence internationale, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et il vaut mieux que ça soit comme ça, surtout quand on est au nord. La taxe sur le kérosène, on n'a pas le choix. Les initiatives multinationales responsables, on ne peut pas tout seul, petite Suisse. On n'a pas le choix. Et puis oui, j'aurais voulu mieux préparer mon exposé pour aujourd'hui, mais avec tout ce qu'il y a à faire, je n'ai pas le choix. Vraiment? Je n'ai pas le choix. J'ai l'impression que c'est devenu un mode de vie, une culture de notre société. Ça fait partie de notre société. Paradoxalement, ça l'est. Alors même qu'on veut tout choisir. Ses chaussettes, ses études, son travail, sa maison, ses vacances, son église, son conjoint, voire son genre, on veut tout choisir. Mais on ne veut pas assumer. Si on caricature un peu, en politique, on aime bien les études scientifiques. Quand on ne sait pas que faire, on demande à quelques experts qui font une étude, qui nous disent ce qu'on doit faire, et puis on fait. Et si on se trompe, on n'y peut rien, c'est l'autre. Et au management, le scientifique a un autre nom, il s'appelle consultant. On fait appel à lui, il nous fait une bonne analyse, il nous propose des choses. Puis si ça marche, c'est moi qui ai fait la bonne décision. Et si ça échoue, c'est le consultant qui m'a mal conseillé. Oh, c'est un peu caricaturé, certes. Mais des gens qui assument leur choix, on en voit peu. Pourquoi? J'aimerais proposer 4 raisons.
La première, c'est un refus de notre responsabilité. Je n'ai pas le choix de te payer davantage avec le dumping salarial de la concurrence. Hein? Vous prenez à d'autres échelles, Volkswagen et maintenant bientôt Boeing et tous les autres. Qui a assumé son choix là? L'ingénieur qui a travaillé sur le programme, le chef d'équipe, le responsable recherche et développement, le CEO, le conseil d'administration. Je n'ai vu aucun aller vers les familles des 5 à 8 000 morts supplémentaires dus au Dieselgate chaque année et dire « c'est ma faute, j'ai fait le mauvais choix. J'aurais dû voir les choses venir, j'étais payé pour ça. » On l'a dit, ça remonte loin. Adam aussi a essayé de dire « c'est pas moi, c'est elle ». On entre dans un rôle, on fuit. C'est pas moi, je l'ai dit avec Pilate, c'est le gouverneur que je suis. C'est pas moi, c'est parce que je fais ça en tant que fonctionnaire, en tant qu'employé, en tant que cadre, responsable pour toute l'équipe. On me demande d'être professionnel. C'est la hiérarchie, le marché, la procédure, voire l'informatique. Quand j'habitais quelque temps au Canada, on est rentré en Suisse, on nous a dit « il vous faut une assurance maladie, la MAL ». Bien sûr, on a contacté notre assurance, même qu'avant, on avait même encore des contrats qui nous liaient avec elle. Il nous a dit « il nous faut une attestation de domicile ». Pas de problème, on va à l'office des habitants. On s'annonce, on est rentré le 1er janvier, on s'est annoncé, je crois, le 3 ou le 4. Le 25 janvier, par là autour, je rappelle. Je dis, on n'a pas reçu les attestations, l'assurance nous relance. Personne va regarder, puis elle fait, ah ouais, elles n'ont pas été envoyées. Et attendez, je suis navré, je ne peux pas vous les imprimer. Elles vont être imprimées automatiquement la semaine prochaine. Il n'y avait pas moyen d'imprimer manuellement les attestations de domicile. Vive l'informatique. Et puis dans les milieux chrétiens, on ose aller plus loin. Je n'ai pas le choix, c'est venu d'en haut. On l'entend aussi de temps en temps. Je n'y peux rien, j'ai reçu ça de Dieu. Et on avance et on n'assume pas finalement. Refus de responsabilité, refus d'excellence morale aussi. Oui, j'ai un peu triché avec les données, mais bon, il fallait bien le publier cet article. Et puis tout le monde triche avec les données, avec les business plans. Hein? Ouais, j'étais un peu optimiste, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis il y a la grâce. Pas besoin de devenir pharisien, légaliste, perfectionniste, janséniste ou autre. L'excellence professionnelle, l'excellence technique, oui, et on l'exige de toute notre équipe. L'excellence morale, pas trop poussée. Hein. Je lisais récemment un article, quelqu'un disait « c'est plus facile de tenir son engagement 100% du temps que 98% du temps ». D'être intègre 100% du temps dans nos contrats, dans les chiffres qu'on publie. D'être vrai face à nos équipes, nos employés, nos clients, 100% du temps. Parce que si on commence à se dire « ouais, là c'est quand même spécial, je fais une exception », il y en a beaucoup. Des spécialités où on peut réfléchir si finalement ça ne mérite pas une exception. Peut-être que nous avons à bien réfléchir à nos engagements, lesquels on prend et ceux qu'on prend. En faire du 100% nous gagne énormément de temps qu'on passe souvent à réfléchir. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que ça ne serait pas mieux que... Non, la décision, on l'a prise une fois et on peut avancer. Je suis très surpris de voir à quel point j'interviens régulièrement dans des ateliers, des formations continues avec des entrepreneurs, des cadres de toutes sortes en affaires sur le sujet de l'éthique. Et la plupart du temps, il y en a tout le temps un qui lève la main. Ouais, c'est bien beau, mais bon, ma foi, les affaires, il faut bien qu'elles marchent d'abord. Après, on peut réfléchir à l'éthique. Et je n'ai eu que 2 fois de ce que je me souviens, quelqu'un qui a dit « si je ne peux pas faire mon business de manière éthique, je ferme. Parce que j'ai envie d'être juste et droit. » Qu'est-ce que je mets en premier ? Un troisième casse-tête qu'on a, c'est le refus de renoncer.
Choisir, c'est renoncer et on déteste, vous le savez bien, on déteste renoncer. On aimerait garder toutes les portes ouvertes. C'est la société de consommation, c'est la société de l'épanouissement personnel ou professionnel. Si on n'a pas tout, on risque d'être malheureux. On réfléchissait récemment en éthique de la santé, sur la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'absence de tout défaut ou maladie biologique, psychologique, enfin il y a toute une liste. En gros, vous n'êtes jamais en bonne santé. Personne n'est parfaitement en bonne santé. Il y a tout le temps quelque chose qui pourrait être mieux. Et on nous dit qu'on serait malheureux sans cela. Du coup, on ne s'engage plus. On ne s'engage pas non plus dans des comités. Parce que c'est un engagement à 4 ans. Mais dans 2 ans, il y a peut-être mieux qui se présente. Et puis, on lit nos WhatsApp professionnels le soir à 22h parce qu'il y a peut-être eu un message. Les emails le samedi soir, voire le dimanche après-midi. Je n'ai pas le choix parce qu'il pourrait y avoir une bonne affaire. Et puis si moi je ne réponds pas, mon concurrent, lui, va répondre. Je risque de rater l'occasion ou de froisser un client. Je pourrais perdre de l'argent, perdre la face, perdre de l'influence, perdre du temps, perdre mon statut social. Et je n'ai pas envie de renoncer à ces choses. Et puis il y a le refus de la perspective long terme. Surtout quand ces perspectives sont abstraites. Réchauffement climatique, c'est très abstrait. C'est peut-être que pour une fois dans les années 2010-2020 qu'on se disait il y a 30 ans. Et puis, plus concrètement, je crois que c'est très concret le réchauffement climatique, plus individuellement, on va dire, le « désolé chérie, j'ai pas le choix, mais il faut que je reste au travail ce soir ». Un peu plus tard que prévu, oui. Oui, encore une fois. Ce n'est pas visible à court terme. On travaille plus longtemps un soir, on finalise un contrat, on signe une affaire, ça c'est concret. Et puis, la solidité d'un couple, ça ne se joue pas sur une soirée finalement. Enfin, j'espère. Quelqu'un a déjà calculé combien d'heures représente une demi-heure chaque jour de travail sur 10 ans ? Ça fait 1000 heures. 1000 heures sur 10 ans, ça construit ou ça casse un couple. Et les scandales éthiques, ils ont tous commencé par des petites choses. Des petites décisions qu'on a laissées passer, qui semblaient optimales à court terme, mais à long terme ne fonctionnaient pas. Et d'ailleurs, je crois dans nos églises et ONG, on a beaucoup de crises et de clashs qui sont dus parce que quand il y a eu les premiers signes de tension, de conflit, de désaccord, on a mis les choses sous le tapis. Parce que finalement, on ne va pas faire tout un foin pour ça. Mais ça ressort. Or, je crois que « je n'ai pas le choix » est un refus profond de notre humanité. Le fait de pouvoir assumer nos humanités, d'assumer nos choix, est une des caractéristiques fondamentales de la nature humaine. Nous ne sommes pas de simples rouages où quand il y a une roue qui tourne, la suivante tourne avec. Nous ne sommes pas de simples animaux qui suivons des instincts que nous ne maîtrisons pas, même pas au passage et peut-être surtout pas dans les questions de pornographie et d'autres dépendances. Nous ne sommes pas juste des enfants qui se font taper sur les doigts quand on fait faux. L'être humain peut et devra un jour rendre des comptes. Et il s'entendra dire régulièrement « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Et de temps en temps, il s'entendra dire « mais qu'est-ce que tu as fait là ?» Répondre de nos choix, ce n'est donc pas un devoir pénible et avilissant comme un petit enfant. Et j'ai envie d'affirmer que répondre de nos choix, c'est un privilège. Un privilège lié à notre dignité humaine fondamentale. C'est ce qui nous fait rendre dignes. Dieu nous prend suffisamment au sérieux pour vouloir discuter avec nous de nos choix. Alors, changeons de mentalité. J'ai le choix.
Ceux qui ont des formations en management savent très bien, si on veut prendre les bons choix, il faut deux choses. Il faut des objectifs, une vision, créer 100 emplois d'ici 5 ans, réduire nos émissions de CO2 ou autre. Et il faut une stratégie pour y arriver. Une stratégie à court, à moyen, à long terme. Et idéalement, cette stratégie, elle a certaines caractéristiques, notamment qu'elle doit être mesurable. Je dois pouvoir mesurer si je vais dans la bonne direction régulièrement. Alors, dans nos choix personnels, il nous faut la même chose. Il nous faut une stratégie. Où est-ce que je veux être dans 3, dans 10, dans 50 ans à la retraite par rapport à ma vie privée, ma vie professionnelle, ma vie sociale, ecclésiale. Et une fois que je sais ça, il faut que je mette en place la stratégie pour y arriver dans chacun de ces domaines. Ça ne se fera pas tout seul. Ou plutôt, une stratégie se mettra en place toute seule, mais pas forcément celle qu'on avait prévue. Un certain M. Christensen, professeur de management à Harvard, a écrit un article où il réfléchit entre autres justement sur ses choix. Et je vous mets juste une citation où il parle de son expérience avec ses anciens collègues d'études qu'il revoit chaque année. Et il dit, au fil des années, j'ai observé le destin de mes camarades d'études de Harvard, volé 1979. J'en ai vu toujours davantage venir malheureux, divorcés et déconnectés de leurs enfants. Je peux vous garantir qu'aucun d'eux n'a terminé ses études avec la stratégie intentionnelle de terminer divorcé et d'élever des enfants qui se distancieront d'eux. Et pourtant, un nombre impressionnant d'entre eux qui ont tous suivi des cours de management et de stratégie, un nombre impressionnant d'entre eux a implémenté une telle stratégie. Souvent, nous en sommes là où nous en sommes, dans nos carrières, dans nos vies en général, dans notre vie de foi, en résultat d'une stratégie qu'on a mise en place consciemment ou inconsciemment. Comment redevenir maître de nos choix? Je vous propose 4 pistes. La première est un paradoxe peut-être, choisir de ne pas être maître pour devenir maître de ses choix. Choisir de se mettre à la suite d'un autre maître qui me dépasse, qui est plus grand que moi, qui me détourne de moi, et donc de mes besoins, de mes craintes, de mon passé, de ce qui m'enferme, pour être vraiment libre. Lâcher prise sur mes intérêts personnels, pour voir au-delà. Ça peut sembler un abandon, une résignation, et on médite régulièrement sur ces paroles de Jésus au jardin de Gethsémani avant son arrestation. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus, quelque part, qui n'aurait pas le choix, qui se résigne à aller sur la croix, mais bon, il voudrait bien faire autre chose. Je vous invite à réfléchir à ce verset à la lumière d'une autre parole de Jésus. Quand il annonce sa mort à ses disciples, à un moment donné, il dit « Personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne librement de moi-même. » Ce non pas ma volonté, mais la tienne que Jésus dit à Gethsémani, ce n'est pas une résignation. C'est un choix que je fais, que lui a fait, complètement, librement, de dire « il y a plus grand que moi ». Et c'est le choix que nous sommes appelés à faire, qui nous permet d'aller au-delà de ce que nous voyons souvent dans nos situations, dans notre quotidien professionnel, ecclésial ou privé. Ancrer son identité ailleurs que dans ses choix. Dieu m'aime tel que je suis. Dieu nous aime chacun tel que nous sommes. On le dit souvent dans nos églises, c'est pas parce que tu fais des mauvais choix, que tu te trompes et je sais pas tout quoi, que Dieu t'aimera moins. Et à nous qui sommes en position de décision, j'aurais envie de rajouter, c'est pas parce qu'on fait les bons choix que Dieu nous aimera plus. On ne va pas réussir à gagner des points. Je suis donc libre et maître
de mes choix. Parce qu'ils ne vont pas conditionner qui je suis. Et ils ne sont pas liés ou ils ne dépendent pas de qui je suis. Ancrer mon identité ailleurs me permet également d'accepter mon humanité, en comprenant notamment la grâce. Accepter que je suis imparfait. La grâce ne dit pas que tout à coup, il n'y a plus de faute, que tout est égal, que tout est relatif. La grâce dit, tu as un choix à faire. Tu es responsable de ce choix. Tu rendras compte un jour de ce choix. Mais si tu t'es trompé et que tu reconnais ton erreur, je te pardonne. Je te pardonne parce que justement, tu as fait faux. Si la grâce, c'était dire c'est égal, c'est pas grave, si c'est pas grave, il n'y a pas besoin de pardon. Mais la grâce dit justement c'est faux, c'est grave. Mais on avance, on oublie et on avance. Et ça aussi, je crois que c'est une libération fondamentale. Parce que ça me permet d'assumer mes choix sans avoir peur de l'échec. Ça me permet aussi d'assumer mes choix devant mon équipe. De pouvoir dire, oui, je me suis planté dans les données. Oui, il y a encore un bug dans le software. Et c'est moi qui l'ai fait, le bug. Ou c'est moi qui m'a... C'est peut-être pas moi, c'est mon collaborateur, mais c'est moi qui m'a le supervisé. Et de dire, ok, ça ne change rien à qui je suis, ça ne change rien à ma valeur, et on va pouvoir avancer ensemble. Je vais pouvoir poursuivre donc l'excellence morale dont j'ai parlé avant. Cette grâce, justement, ne veut pas dire qu'on laisse tomber l'excellence morale. Je vais la poursuivre, mais pas me focaliser là-dessus. Je vais regarder au-delà de ça. Je vais avoir une perspective qui va de l'avant, qui me tire en avant. Et finalement, choisir la redevabilité. Dieu nous demandera des comptes, mais je crois qu'il nous appelle à déjà vivre dans la communauté humaine cette redevabilité. Non pas que n'importe quel membre d'église a le droit de dire à n'importe quel autre membre de l'église, dis tu fais quoi? Dis pourquoi? On est très rapide à aller dire aux autres, mais là tu te plantes. Je crois qu'il y a des anciens dans les églises, c'est à leur travail à eux peut-être, et pas celui de tous les membres tout le temps. Mais en même temps, est-ce que j'ai ces 2 ou 3 personnes que je vois régulièrement, à qui je dévoile mes objectifs de vie, la stratégie pour y arriver et les objectifs intermédiaires que j'ai mis en place, et à qui je donne le droit de me dire « Tu as dit que tu voulais assister à 4 matchs de foot de ton fils cette année, on est au milieu de saison, t'en es où ?» Non pas pour me montrer que j'ai fait faux de nouveau, mais pour m'encourager et réfléchir avec moi comment est-ce que je peux mettre en place des choses pour corriger ça. Tu as dit que tu voulais prendre des soirées avec ton conjoint, réussi, génial, on fait ça ensemble, parce qu'on se réjouit ensemble de nos victoires. Et sinon, ben ouais, ça arrive. Comment est-ce qu'on corrige le tir? Tu veux travailler à ton caractère? Tes collaborateurs se plaignent parfois que tu es un peu impulsif, pas très clair, mal organisé dans ton temps, tu ne sais pas suivre tes emails. T'en es où? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Parce qu'on peut cheminer ensemble. Il me reste 50 secondes pour vous donner 3 questions. Où c'est que tu veux être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, à titre privé et à titre professionnel? Qu'est-ce que tu veux mettre en place pour y arriver? Et je rajoute, quel est le controlling stratégique que tu veux mettre en place? Et qui sera le chef controlling stratégique?